Question au fond. Oui. Sous EGD 2.1, on avait la possibilité de mapper sur une base relationnelle avec table, sauf qu'alors de ma part, on ne pouvait pas mapper sur un view pour mettre à jour. Est-ce qu'avec EGD 3, on peut faire cette jointure et c'est Android et Write, ou ce sera que dans le cas de jointure? Donc aujourd'hui, avec cette version 1.0 de la persistance, on est en dehors de ce qui est dans la spécification. Ce seront des fonctionnalités qui seront certainement disponibles au titre de choses qui sont propres à Hibernate, Dublin ou d'autres implémentations. Aujourd'hui, ce n'est pas dans la version 1.0 de JPA qui est capable de faire des sur des vues plutôt que spéciales. C'est certainement quelque chose qui se fait dans la quasi-totalité. Par exemple, c'est possible aujourd'hui dans la fiche avec Public, avec 5 ou 6 bases de données de l'ORAP, du MySQL et un certain nombre d'autres, et ça n'est pas dans la spécification interne. Utiliser ça dans le cadre d'une migration, si on veut migrer un projet qui était sur GD 2.1 avec un JK 1.4, JDE 2.4, continuer déjà pour se familiariser avec les outils et l'application, le serveur d'application, continuer à utiliser pour la maintenance sous ces nouvelles versions, mais des anciennes versions de J2E et de BGP, et que le moment de migration, migrer vers GD 3 et J2E 5. Est-ce que c'est possible? Alors, en fait, l'aspect va assez loin dans ce qu'on entend par compatibilité, c'est-à-dire qu'un EJB 2.1 peut appeler un EJB 3.0 et inversement. On est même capable d'injecter, là où on a besoin d'appeler un EJB 2.1, une interface POM, telle qu'on la connaissait précédemment, dans un EJB 3 qui aura besoin de parler à un EJB 2.1. Donc on peut imaginer une architecture mixte où, pour des raisons de séparation fonctionnelle, de domaine applicatif, une partie doit rester en EJB 2.1 et une autre évolue vers 2.0. L'idée, c'est de pas trop combiner, de faire au sein d'un même domaine applicatif trop de mélange, mais la spécification permet de faire ces appels d'un sens dans l'autre depuis les EJB 2.1 à 2.3 et inversement. Merci. Il y a une question là et puis une autre. Oui, moi j'aimerais savoir est-ce qu'il est possible, lorsqu'on travaille en EJB 2, de générer des annotations, d'avoir un outil qui permet de migrer de EJB 2 vers EJB 3, c'est-à-dire reprendre tous les descripteurs de déploiement existants et générer les annotations au PIB. Donc c'est quelque chose auquel on a pensé assez. C'est un excellent exemple d'utilisation de Jetbot qui a été évoqué tout à l'heure. Et c'est typiquement l'outil que l'on a, la technologie qui permet de modéliser un ensemble, un projet conséquent, pour faire de l'archéologie logicielle, pour derrière faire des transformations sur ce code, pour transformer tout ce qui était des classes JD en Mojo avec des bonnes annotations. C'est typiquement ce qu'on est en train de faire sur cette base de technologie Jetbot pour qu'un outil comme Elite qui aujourd'hui vous aide à avoir des complétions sur des annotations. Ce que je ne vais pas montrer, on peut également avoir de la complétion sur les noms de tables parce qu'on a un modèle relationnel au IDE. Et bien cet outil va également derrière proposer des fonctionnalités, comme on a évoqué tout à l'heure les évolutions vers les nouveaux langage Java 5, des évolutions depuis 2.1 vers 3. Donc Jetbot, c'est une technologie qui aujourd'hui est en preview, on va dire dans les mythes, et qui permet de modéliser en s'appuyant sur Java C des projets entiers Java et qui permet surtout de les transformer derrière. Donc on peut faire du requêtage avec un langage d'expression à base d'assertion et derrière faire des transformations qui relèvent un peu du refactoring mais qui sont vraiment faites à l'échelle d'une application ou d'une architecture, capable de passer d'un framework de log à un autre, d'être capable de passer d'une version de JV à une autre. C'est une sorte de macro refactoring plutôt que de faire des choses qui sont plus
microscopiques, on va dire, comme rajouter des apports, rajouter des sets, extraire des méthodes, faire des réductions. C'est bon, je vous entends. Quelqu'un qui dit son avis. Oui, c'est pas du MDA au sens OMG, mais oui. Ouais, c'est clairement, je parlais d'archéologie logicielle, on est dans ce domaine-là, on est dans un monde quand même qui a jamais par contre. On va rester dans ce monde. Dans l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, est-ce qu'il aurait été possible de partir d'un chemin UML, peut-être avec un autre outil, studio, entreprise, pour générer ensuite les entités? Oui, c'est pas possible aujourd'hui, mais c'est clairement dans la roadmap. Vous parliez de l'amélioration de l'enquêtage pour les JB3. Est-ce que c'est possible d'utiliser des procédures stockées plutôt que... Oui. SQL en général, il y a ce titre-là de procédures stockées. C'est trop dans les gens qui non, je t'ai vu, là, trop. On fait ce qu'on a. Honnêtement, c'est déjà le JDQL, il y a OQL, il y a SQL, il y a SQL, enfin, puis il y a des dérivés, des déclinaisons au niveau Java, il y en a trop. Donc il n'y a pas la place sur ce marché pour créer un truc aussi techniquement que vous souhaitez. Enfin, moi, c'est ma vision. Et en tous les cas, de ce que je peux voir, c'est pas la direction pour moi. Ouais. Donc c'est notre approche, et c'est ce qui fait par exemple que JDO existe et est arrivé en version 2, et que c'est une approche où, si c'est l'approche que vous voulez prendre, qui est d'avoir quelque chose qui est complètement indépendamment de votre modèle relationnel, c'est JDO qui le propose. Maintenant, ouais. Maintenant, alors j'ai pas forcément couvert de manière exhaustive, et c'est même sûr, l'aspect requêtage, il y a des fonctionnalités de requêtage qui sont quand même intéressantes. Dans le JDQL et beaucoup de tout ce qui est langage de requêtage Hypernet, un équivalent dans JDQL. Donc c'est plutôt le JDQL qui s'enrichit. Est-ce que si on peut passer d'une base de données à un web service qui délivre les données, est-ce qu'on peut, après s'être servi de JPA, est-ce qu'on peut facilement garder la même application et simplement dire maintenant la DB elle est beaucoup plus loin derrière un web service? Pas ce stade aujourd'hui, on a un modèle relationnel comme l'idée c'est plutôt d'un point de vue architectural d'encapsuler l'accès à une base de données sous forme de web service et ensuite de travailler avec ce service, de ce web service, parce que la service au sens C, tout simplement. C'est pas aujourd'hui le focus principal parce que avec l'API de persistance, parce qu'on a besoin de rajouter beaucoup de simplicité, supprimer la complexité, ça a été de se focaliser sur les bases de données et en plus sur les données relationnelles. On croit qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais donc pas à ce stade-là, mais c'est probablement une bonne voie d'évolution de JP4, ce qu'on va voir encore récemment. Vous avez montré un petit peu le fonctionnement des technologies de persistance. Donc c'est intéressant, mais j'ai une question. En fait, à quel moment est-ce que les données sont chargées? C'est-à-dire, est-ce que à quel point c'est optimal? Est-ce que tu as changé toute la table, dans l'application? Donc pour répondre à la question, il y a plusieurs choses. Et la première, c'est il y a les démarcations en termes de transactions qui sont, on n'a pas vu ici, et typiquement, un des intérêts par exemple d'utiliser les EJB, c'est qu'on a cet aspect container managed transaction qui, au moment de la sortie d'une méthode, qui va procéder à des interactions avec une base de données, il va écrire en base. Donc ça c'est le premier point. C'est autant de choses où on devrait manipuler soi-même en contexte de transaction, faire un picking, un commit, gérer des rollbacks si on est dans une servette par exemple.
Et la deuxième partie, c'est qu'il y a des bouts, on va dire des attributs de la notation qui permettent d'avoir des données. Moi j'en ai donné cité un qui est le fetch mode, donc est-ce qu'on est en mode extrêmement agressif ou en mode lazy. Puis il y en a un certain nombre d'autres qui sont documentés. La granularité de ce qu'on peut exprimer n'est pas très très fine, mais on a quand même un certain nombre de choses qui permettent vraiment de couvrir le fait qu'on ne tire pas tout un arbre d'objets qui va même avoir beaucoup de requêtes, beaucoup de voitures dans la requête. Donc il y a des choses qui peuvent être exprimées au niveau quand même de mapping sur la mapping par exemple. D'accord, donc en fait, si on fait un find par exemple, est-ce qu'on a moyen de définir spécifiquement le SQL qui va être utilisé pour l'optimiser Oui, vous pouvez faire ça. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de notion de find fortement typée comme ça peut exister dans les interfaces précédemment où c'était une liste d'attributs qui passaient et un lien précis de méthode et ça se peut là-haut. N'importe quelle méthode peut servir de requêtage et derrière le requêtage c'est le requêtage JVQL ou SQL qu'on nous propose une procédure stockée ou autre chose pourvu qu'on envoie une collection typée par exemple avec le contenu. D'accord, merci. Une autre question là-bas. Question soumise à votre appréciation, je dirais, j'ai un projet, je dirais, peu critique, un petit peu, pas beaucoup. Je veux partir sur une implémentation Glassfish avec 25 personnes simultanées, donc du CMP, enfin l'équivalent, Oui. ce que vous avez fait, sans rentrer dans les détails. Une implémentation standard, je dirais, est-ce que je peux partir les yeux fermés, est-ce qu'il faut que j'attende, est-ce que ça reste en changement? Je reste les yeux fermés. Les yeux fermés, c'est sûr. Non, je vous appelle. Jamais les yeux fermés, jamais. Donc on a un certain nombre de personnes qui regardent ça d'assez près depuis un certain temps, qui ont commencé à modéliser des choses, pas vraiment rentrer en production, parce que c'est toujours un petit peu critique, même si on a un peu d'utilisateurs. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de l'exploitation, au niveau du runtime, de l'exécution, il y a relativement peu de choses qui ont évolué. On part toujours de la même architecture avec des choses qui sont locales, des choses qui sont distantes, des notions de contexte de connexion, des notions de persistance avec base de données, des poules de connexion. Tout ça, c'est des choses qui restent et qu'on a appris, qu'on a maîtrisé, pour lesquelles l'état de l'art aujourd'hui est, je pense, relativement satisfaisant d'un point de vue runtime dans les serveurs d'application. Ce qu'on a vraiment modifié dans les EJB3, c'est l'expérience du développeur. Donc, si on parle de criticité en prod, en performance, j'ai relativement peu de doutes sur la capacité à mettre des choses en production très rapidement après la sortie de la spécification et de Glassfish par exemple, d'autres, bien sûr, de Glassfish. C'est plus après dans le développement, dans les bonnes pratiques, dans le fait que, par exemple, moi, utiliser Dynamics, par exemple, m'a appris pas mal de choses parce qu'il était capable d'intercepter le plus en amont possible des erreurs qui auraient pu être constatées au moment du déploiement. Donc la notion de notation temporale, par exemple. Donc la question va plus se poser sur quelles sont les compétences aujourd'hui, quels sont les outils, et globalement la complexité est beaucoup moins importante, mais il y a des choses à apprendre. La notion de notation, c'est pas compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut appréhender. La notion, je pense que là où il y a aujourd'hui, pour en développer un petit peu quand même, le plus de problèmes, finalement, à large échelle, ça risque d'être la configuration par exception. On veut savoir un petit peu ce qui s'est passé. On peut, pour faire le parallèle avec la question qui a été posée sur cette classe-là, depuis quel fichier JAR est-ce qu'elle a été chargée. Donc, à tel endroit, oui, j'ai créé une table, mais souvent, quelle règle? J'ai récupéré la référence par un JB, mais pourquoi celui-là et pas tel autre? Donc, je pense que je pensais récupérer. La différence entre les deux, c'est que c'était vraiment pas la même méthode, par exemple. Donc l'idée c'est ensuite de développer une expérience. Donc les outils typiquement au moment du déploiement, tout ce que vous n'avez pas fait explicitement, Glassfish va vous le faire. Le désaccord de déploiement, il va l'objet d'un moment du déploiement. Dans le debug, pour les box qui étaient vraiment générés et savoir avoir la relation verbeuse de tout ce qui a été fait. Mais je pense qu'il y aura des pièges dans lesquels les gens vont tomber à ce titre-là. Quand celui critique, Glassfish peut être utilisé à quel moment? Glassfish en tant que tel pour moi tout de suite, parce qu'il n'y a vraiment pas de souci quant à
à tout ce qu'il fournit en termes de services, de performance, de persistance, d'outils, il n'y a aucun souci. C'est plus dans l'expérience du développement que là, il va falloir avoir un petit peu de méthodologie, puis